Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 8e vidéo consacrée au cours de la physiologie de reproduction. Après avoir parlé de la fonction exocrine, la fonction endocrine et la régulation de l'ovogénèse et de la folliculogénèse, donc maintenant on va entamer le tractus génital. Donc le tractus génital, comme nous avons dit précédemment, il s'agit des oviductes de l'utérus et du vagin. Donc on va commencer par les oviductes ou bien trompes de Fallope. Alors comme vous voyez sur ce schéma-là, l'oviducte ou bien les trompes de Fallope, ils représentent la partie initiale du tractus génital. Donc il fait suite à l'ovaire et s'étend jusqu'au niveau de l'utérus. Et c'est dans l'oviducte que le gamète femelle il est libéré dans l'oviducte, et lorsqu'il y a fécondation, bien sûr, le début de la segmentation elle se fait dans cette trompe de Fallope. Donc c'est un conduit qui est très long, qui a à peu près 11 à 12 cm de long. Donc il permet également la remontée ou bien la montée des spermatozoïdes tout le long du tractus pour qu'il y ait fécondation. Comme vous voyez ici, c'est dans l'oviducte que se fait la fécondation. Alors du point de vue histologie, comme d'habitude, il y a l'épithélium. Donc ce sont les replis de l'épithélium. Il y a une couche musculeuse, ce sont des fibres musculaires lisses, et il y a une séreuse qui est la membrane la plus externe. Donc dans l'épithélium ou bien la muqueuse, nous avons des cellules ciliées, comme vous voyez ici, et des cellules glandulaires. Donc ce type de cellules, ce sont les cellules qui confèrent le rôle à l'oviducte, c'est-à-dire il a un rôle glandulaire, ciliaire et contractile, c'est-à-dire par la vibration des cils, il va y avoir progression, si vous voulez, montée des spermatozoïdes vers le haut de l'oviducte. Également, lorsqu'il y a fécondation, l'œuf, il va descendre jusqu'au niveau de l'utérus grâce à la vibration de ces cils-là et grâce à la contraction des fibres musculaires. Et nous avons des glandes, des cellules glandulaires qui vont sécréter des substances nutritives qui vont nourrir l'œuf. Alors la sécrétion de l'oviducte, elle rappelle en quelque sorte la sécrétion sanguine. Donc elle est riche en ions. On peut trouver du sodium, du phosphore, magnésium, calcium. On trouve des protéines, glycogènes, des mucopolysaccharides. On trouve des enzymes, les phosphatases, estérases, etc. Donc la sécrétion de l'oviducte, elle est contrôlée par les hormones ovariennes, c'est-à-dire les hormones sexuelles, œstrogènes et progestérone, et elle est maximale au moment de l'ovulation. Le deuxième type de voie du tractus génital, c'est l'utérus ou bien la matrice. Donc l'utérus, c'est l'organe de la grossesse ou de la gestation. Donc cet utérus-là, il est constitué, comme vous voyez dans le schéma, de 3 tuniques. L'endomètre la plus interne, myomètre, c'est une couche musculaire, et la séreuse, toujours, qui protège l'utérus. Donc l'utérus, c'est celui qui capte l'œuf. Une fois il y a fécondation, l'œuf il arrive au niveau de l'utérus, et c'est l'utérus qui fait la nidation, qui fixe cet œuf dans l'utérus. Donc, et il chasse le fœtus au moment de l'accouchement. Donc bien sûr par les contractions des fibres musculaires. Du point de vue histophysiologie, dans l'utérus, il y a des glandes qui vont libérer certaines substances que l'on appelle la glaire cervicale ou bien le mucus cervical.
Donc la viscosité et la composition chimique de cette glaire ou de ce mucus, c'est elle qui conditionne la traversée des spermatozoïdes. C'est-à-dire que cette glaire cervicale, tout ça on va le voir plus en détail après, c'est-à-dire elle dépend, la composition varie selon le moment du cycle. C'est-à-dire la glaire au moment de l'ovulation, elle est très limpide. Au contraire, lorsqu'on dépasse l'ovulation, elle devient très visqueuse, ce qui entrave, si vous voulez, la traversée des spermatozoïdes, qui empêche la pénétration des spermatozoïdes. Par contre, si elle est limpide, liquide, les spermatozoïdes, ils peuvent traverser facilement. Donc, le pH de ce mucus, il est compris entre 7 et 8. Donc, l'endomètre, il intervient, il participe à l'anidation et participe à la formation du placenta. Alors, comment le placenta est formé? Donc, suite à la fécondation, bien sûr, s'il y a fécondation, les cellules de l'endomètre, la partie la plus interne de l'utérus, subissent des différenciations, donc des transformations pour former une déciduale. Toujours une déciduale, c'est quelque chose qui sera expulsé par la suite. Donc, c'est à partir de cette déciduale que se forme le placenta. Bien sûr, le placenta, il est formé par les cellules mères et par les cellules de l'embryon. Le myomètre, lui, c'est des fibres musculaires lisses. Il intervient au moment de l'accouchement. Par contraction des fibres, il va y avoir expulsion de l'embryon, bien sûr, en présence de certaines hormones. Donc la post-hypophyse, elle va libérer l'ocytocine. L'ocytocine, nous avons dit qu'elle est synthétisée par des neurones, des gros neurones au niveau de l'hypothalamus, mais elle est stockée dans la post-hypophyse. Donc au moment de l'accouchement, il va y avoir libération de l'ocytocine, ce qui va permettre la contraction du myomètre, donc il y a accouchement. Le vagin, donc c'est un conduit, comme vous voyez ici. Donc le vagin, c'est un conduit musculo-membraneux. Il s'étend du col de l'utérus jusqu'au niveau de la vulve, qui est l'organe copulateur. Donc il est très élastique, il mesure à peu près 8 cm de long. Le vagin, il est considéré comme un organe récepteur des hormones sexuelles, c'est-à-dire il est capable de recevoir les hormones sexuelles, c'est-à-dire les œstrogènes et progestérone, donc il change selon le moment du cycle. C'est un organe de protection anti-infectieuse. Donc, comme vous savez, il y a toujours une flore bactérienne, ça profite au niveau du vagin. Donc, en présence du glucose qui s'infiltre dans le vagin, ce glucose, il va se transformer en acide lactique. Et c'est cette acidité qui rend inoffensive une grande partie des bactéries qui pénètrent dans le vagin. C'est-à-dire, même s'il y a apparition de certaines bactéries, le milieu acide, il va détruire les bactéries qui vont nuire aux bactéries locales. Donc, c'est un organe d'absorption, c'est-à-dire il peut modifier le liquide, il y a modification du liquide vaginal qui induit une variation des substrats métaboliques qui sont accessibles à la flore microbienne locale. Et la vulve, qui est l'organe copulateur externe, c'est la partie commune aux appareils génitals et urinaires. Donc, on va parler maintenant du placenta. Je vous ai dit que le placenta, donc, c'est la formation des cellules de la mère et le trophoblaste, c'est-à-dire les cellules de l'embryon. Et c'est ce placenta qui permet la liaison entre la mère et le fœtus. Il donne de l'oxygène, des substances nutritives au fœtus. Donc, c'est une annexe embryonnaire caractéristique des mammifères placentaires. Donc, comme je viens de dire, il est constitué par l'embryon, le trophoblaste, ce sont des cellules extérieures de l'embryon, et la muqueuse utérine de la mère. Donc, il contient à la fois le sang fœtal et le sang maternel qui sont apportés par les vaisseaux des deux individus. Mais les deux
ne sont jamais en contact. Ils sont séparés par une barrière hémato-placentaire et les échanges se font à travers cette barrière-là. Donc voilà un placentaire, le placenta. Donc on va le voir dans une autre capsule là. Donc voilà un schéma qui montre les échanges au niveau du placenta. Donc comme vous voyez ici, ça c'est le côté du fœtus et là c'est du côté de la mère. Donc vous avez les vaisseaux, le sang de la mère, l'artère maternelle. Donc suivez la flèche, c'est elle qui procure au fœtus l'oxygène, donc et les substances nutritives. Le fœtus, bien sûr, il reçoit l'oxygène et les substances nutritives par la veine ombilicale et il rejette par l'artère ombilicale les déchets qui vont passer dans le sang maternel et c'est la veine maternelle qui va enlever les déchets. Donc comme vous voyez ici, les échanges ils se font à travers ces villosités. Donc et jamais le sang de la mère ne soit mélangé avec le sang du fœtus. Donc le placenta, comme je viens de dire, il constitue une barrière efficace contre un certain nombre de pathogènes. Mais il existe des substances toxiques qui peuvent traverser la barrière, telles que l'alcool, drogue, certains médicaments, certains microbes, toxines microbiennes, certains virus, comme le virus de la rubéole, de la toxoplasmose. Donc ces produits-là, ces substances-là, ils peuvent traverser la barrière et causer des malformations chez l'embryon, tels que les retards, un retard de développement, un retard mental, des anomalies de formation des organes, etc. Le placenta, il a 3 rôles essentiels. Donc, il permet les échanges gazeux et nutritionnels fœto-maternels. Il produit des hormones. On va voir quelles sont les hormones qui sont produites par le placenta. Et il permet la protection du fœtus. Alors, quelles sont les hormones qui sont libérées par le placenta? On a à peu près 5 types d'hormones. La première hormone qui est libérée, c'est l'hormone chorionique gonadotrope. Cette hormone-là, c'est une fois il y a fécondation, c'est la première qu'on trouve dans les urines. Donc, elle est diagnostiquée dans les dosages du test de grossesse. Si une femme veut faire un test de grossesse, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les anticorps anti-HCG. Donc, c'est la première qui est libérée dans l'urine. Donc, c'est une hormone qui joue le rôle d'un super, si vous voulez, c'est un super agoniste de LH. C'est elle qui permet la transformation du corps jaune. Elle permet la transformation du corps jaune cyclique en corps jaune gravidique. Donc, surtout pendant les premières semaines de la grossesse. Mais après, c'est le placenta, bien sûr, lui-même qui va sécréter la progestérone. Donc, l'HCG, aux premières semaines, elle est indispensable à la grossesse parce qu'elle permet, permet au corps jaune de sécréter la progestérone. Une deuxième hormone qui est l'HPS, c'est-à-dire l'hormone placentaire lactogène ou bien hormone somatotrope. Donc, elle joue des rôles qui sont importants chez la mère. Donc, cette hormone-là, elle maintient un bilan protéique positif. Elle mobilise les lipides dans un but énergétique. Elle permet la stabilisation du glucose plasmatique à des niveaux relativement élevés pour répondre aux besoins du fœtus. Et elle facilite également le développement des seins, c'est-à-dire de la glande mammaire. Les œstrogènes, ils sont libérés également par le placenta. Les œstrogènes, ils renforcent le muscle de l'utérus. La progestérone également, qu'elle est très indispensable au moment de la grossesse. Elle inhibe la contraction du muscle pour éviter l'avortement. La relaxine, nous avons vu le rôle de la relaxine. Elle permet également un rôle très important au moment de l'accouchement par dilatation du col
et par changement également de la composition de l'utérus, surtout au niveau de l'eau et des électrolytes. Alors là, donc c'est un schéma qui montre que HCG, c'est-à-dire l'hormone chorionique, elle est très indispensable pendant les 10 premières semaines et c'est elle qui stimule le corps jaune pour que le corps jaune synthétise la progestérone. À ce moment-là, si on fait une ovariectomie, c'est-à-dire si on fait une ablation de l'ovaire, on peut provoquer l'avortement. Mais après la 10e semaine, c'est le placenta qui prend la relève, c'est-à-dire même si on fait une ovariectomie, il n'y aura pas d'avortement. Donc c'est le placenta qui va libérer la progestérone. Et la progestérone, elle est très importante à la grossesse. Donc là, c'est un schéma qui montre un placenta avec les microvillosités. Donc c'est un placenta humain. Donc là, c'est l'embryon de 8 semaines. Regardez bien comment il est protégé à l'intérieur du placenta. Là, vous avez le placenta et le bébé qui est dans le liquide amniotique. Donc, en général, il joue un rôle très important, aussi bien dans la protection que dans la nutrition du bébé. Alors là, c'est une petite parenthèse. Quelle est la différence? Comment ils se forment les jumeaux dizygotes et les jumeaux monozygotes? Pour les jumeaux dizygotes, c'est très simple. Deux ovocytes secondaires, c'est-à-dire deux gamètes femelles qui sont fécondées par deux spermatozoïdes. Parce que c'est très rare que la femme ovule deux gamètes. Mais en général, c'est un seul. Mais il y a des cas où on trouve deux gamètes. Donc, deux gamètes sont fécondées par deux spermatozoïdes. Alors, il va y avoir deux blastocytes avec une masse cellulaire interne et donc deux sacs amniotiques et deux placentas. Donc, on aura les faux jumeaux. Mais, dans le cas des jumeaux monozygotes, ce sont les vrais jumeaux, ça dépend comment ça se passe. Il y a toujours un gamète femelle et un spermatozoïde. Il n'y a pas de gamètes femelles qui sont fécondées par deux gamètes mâles. Donc, un seul gamète mâle et un seul gamète femelle. Donc, après la fécondation, donc si cet œuf-là, il va être divisé. Si la division se fait avant le 4e jour, on aura deux blastocytes et deux sacs amniotiques et deux placentas. Mais si la division de l'œuf se fait entre 4 et le 8e jour, on aura un blastocyte, mais deux sacs amniotiques et un seul placenta. Mais si la division ne se fait qu'après, entre le 8e et le 13e jour, on aura un seul blastocyte avec un sac amniotique et un placenta, comme vous voyez ici, ils baignent dans un seul liquide amniotique. Voilà comment se forment les jumeaux, monozygotes ou dizygotes. Maintenant, on va voir les glandes mammaires ou bien les mamelles. Les mamelles, donc, sont des glandes exocrines d'origine ectodermique productrices de lait. Ils dépendent de l'appareil génital femelle et qui caractérisent les mammifères. Chez l'homme, bien sûr, ces mamelles-là, ils restent en état d'ébauche. C'est le caractère sexuel secondaire le plus typique chez la femme. Donc voilà, c'est comme vous voyez là, c'est une glande tubulo-alvéolaire composée des canaux, comme vous voyez là, des canaux galactophores et des lobules. C'est comme une grappe de raisin. Donc voilà, pour un fort grossissement, il y a les lobules et les canaux. À côté, il y a des vaisseaux sanguins. Et bien sûr, elles se trouvent dans la cage thoracique. Alors, cette glande mammaire, elle subit des transformations selon le moment, selon la période génitale de la femme. Donc, à la naissance, la glande elle est réduite à un court système de conduits lactifères et par la suite, les conduits s'allongent et se ramifient. À la puberté, les œstrogènes provoquent le développement du système canaliculaire. Ça, on l'a déjà vu. La progestérone entraîne la formation des alvéoles. Mais pendant la grossesse, la glande atteint son complet développement.
sous l'action conjuguée des œstrogènes et surtout de la progestérone. Parce qu'on dit que la progestérone, c'est l'hormone de la mère. Et une activité sécrétrice débute dans les cellules alvéolaires. À la parturition, c'est-à-dire à l'accouchement, sous l'effet de la prolactine, la glande atteint son complet fonctionnement. Il y a sécrétion lactée. Donc, il y a deux termes à retenir. Il y a la lactopoïèse ou lactogénèse, c'est la synthèse intracellulaire du lait et son passage de l'épithélium vers la cavité de la sinus. Et il y a la galactopoïèse. La galactopoïèse, c'est la phase d'allaitement, c'est-à-dire la stimulation et l'entretien de la sécrétion lactée. Et on va voir comment cette sécrétion lactée elle est maintenue. Donc ce sont deux termes à retenir et à faire une différence entre les deux. Donc pendant la lactation, la galactopoïèse qui est la stimulation et l'entretien du lait et l'éjection du lait dépendent de facteurs neuro-endocriniens, c'est-à-dire nerveux et hormonaux. Donc la prolactine qui est une hormone gonadotrope, avec le complexe hormonal lactogénique qui est constitué par l'adrénocorticotrophique hormone qui est une hormone libérée par l'antéhypophyse et qui libère à son tour les glucocorticoïdes, avec l'hormone GH qui est l'hormone de croissance. Et ce complexe hormonal, il entretient la sécrétion lactée. C'est-à-dire, par exemple, l'hormone de croissance, elle provoque, comme on a dit dans le cours d'endocrinologie, qu'elle provoque la libération des facteurs de croissance, les insulin-like growth factor 1. Donc, les récepteurs de ces facteurs de croissance, ils sont présents sur les cellules épithéliales mammaires et augmentent de façon marquée au moment de la lactation. Donc, on pense que l'hormone de croissance, elle agit même avec le cortisol. Ils agissent pour orienter et mobiliser les éléments nutritifs vers la glande mammaire. Donc c'est comme ça que ce complexe-là intervient dans le phénomène de la sécrétion lactée. Alors l'excrétion lactée, c'est-à-dire l'éjection du lait, elle est déclenchée par un réflexe neuro-endocrinien provoqué par la succion du mamelon. C'est-à-dire le bébé, il doit sucer le mamelon de sa maman pour qu'il y ait excrétion du lait. Alors comment ça se passe? Donc il y a une voie nerveuse et une voie hormonale. Donc la succion du mamelon va stimuler les mécanorécepteurs du mamelon. Donc il y a un influx nerveux qui passe par le centre nerveux, arrive au niveau de l'hypothalamus, c'est la voie nerveuse. L'hypothalamus à son tour, il va synthétiser l'ocytocine qui va être stockée dans la post-hypophyse, et cette ocytocine qui permet la contraction des cellules myo-épithéliales, et il va y avoir éjection du lait. Donc la voie hormonale, elle est constituée par l'ocytocine. Donc si le bébé arrête de sucer le mamelon, bien sûr, il n'y aura plus d'éjection du lait. Donc le lait, il est composé d'eau et des sels minéraux. Il est composé de protéines dont les caséines, les immunoglobulines, les anticorps, les immunoglobulines A, des facteurs antibactériens, c'est-à-dire des facteurs qui vont détruire les bactéries qui sont nocives, par exemple lactotransférine et les lysozymes. Donc ce sont des protéines qui vont détruire les bactéries qui vont nuire ou bien qui ont des effets bactériens nocifs. On peut trouver également des carbohydrates, dont le lactose, qui n'est synthétisé que par la cellule mammaire, et on trouve des lipides sous forme des triglycérides, qui sont synthétisés essentiellement par la cellule mammaire. Donc l'allaitement, il a 3 avantages démontrés. Un avantage immunologique, comme on vient de voir, il diminue la fréquence de certaines infections, notamment digestives. Psychologique, c'est un élément positif de la relation entre la mère et le nouveau-né. Et économique, bien sûr, son coût est nettement moins élevé que celui de l'allaitement artificiel.
Donc on va terminer avec les cycles sexuels. Donc chez le mâle, nous avons vu que l'activité génitale elle est continue, c'est-à-dire il n'y a pas de ménopause comme chez la femme. Une fois elle est installée, une fois la spermatogénèse ou bien l'activité est installée, elle dure jusqu'à la mort. Chez la femelle, il y a deux choses importantes. L'activité génitale elle est discontinue, c'est-à-dire elle est stoppée à un certain moment et elle présente des manifestations cycliques. Chez la femme, c'est ce qu'on appelle le cycle menstruel. Chez les animaux, on appelle le cycle œstral, par exemple chez la rate. Donc chez les animaux, le cycle œstral, c'est l'ensemble de phénomènes qui se reproduisent de façon cyclique, en dehors de la gestation. Alors là, c'est le proœstrus, on parle de 4 stades. Proœstrus, c'est la phase folliculaire, la phase de formation du gamète. L'œstrus, c'est pendant l'ovulation, donc c'est pendant cette phase que la rate a besoin de s'accoupler avec le mâle, par exemple les animaux. Ensuite, il y a le métœstrus. S'il n'y a pas de fécondation, il y a le métœstrus, c'est la phase lutéale, c'est-à-dire la lyse du corps jaune. Ensuite, le diœstrus, et qui est suivi d'un repos sexuel. Donc, 4 stades. Proœstrus, œstrus, métœstrus et diœstrus chez les animaux. Alors, si on fait un frottis vaginal chez la rate au cours d'un cycle sexuel, comme vous voyez ici, on a le diœstrus, c'est les cellules. Donc, si on fait un frottis vaginal et on examine les cellules, on pourra savoir dans quelle phase la rate ou bien la femelle, est-ce qu'elle est en diœstrus, est-ce qu'elle est en proœstrus, est-ce qu'elle est en etc. Donc pendant la phase diœstrus, les cellules épithéliales sont desquamées, dégénérées et peuvent être visibles parmi de nombreuses polynucléaires, c'est-à-dire les globules blancs. Là. Le proœstrus, c'est la disparition des polynucléaires, mais on commence à avoir des cellules nucléées, des cellules kératinisées. Kératinisé, c'est-à-dire dégénérer son noyau. L'œstrus, c'est l'amas de cellules épithéliales kératinisées. C'est ce que vous voyez ici. Donc, on dit que la femelle, elle est en chaleur, c'est-à-dire, c'est pendant cette période qu'elle peut accepter le mâle. Et métœstrus, donc, c'est l'apparition des polynucléaires et des cellules épithéliales nucléées et persistantes. Bien sûr persistantes, des cellules, on peut trouver des cellules kératinisées. Donc voilà les 4 stades qu'on peut voir chez les femelles des animaux. Donc notre cours sur la physiologie de reproduction est terminé. Je vous remercie et à bientôt.